6. Bon, on va commencer. Bonsoir à tous. On est vraiment très content de pouvoir accueillir Madame Calou ce soir pour reprendre notre cycle de conférences qui a été malheureusement interrompu ces 2 derniers mois à cause de problèmes de santé de nos conférenciers. Les conférences qui étaient prévues pour les mois de janvier et de février, l'une sur évangélisation et culture et la deuxième sur André Soulier, dont on va quand même un petit peu parler aujourd'hui, seront reportées sans doute en juin et en septembre. Donc le cycle ne sera pas dépouillé de ces 2 conférences-là. En tout cas, je suis contente de vous accueillir alors, au nom des Missions étrangères de Paris et au nom de l'AFAO, l'Association française des Amis de l'Orient, qui est représentée par Daniel ce soir, avec qui nous co-organisons ce cycle. Le directeur de la FAO n'a pas pu venir aujourd'hui parce qu'il doit garder ses enfants, c'est les vacances scolaires, mais il a évidemment participé de très près à l'organisation de ces conférences. Et nous accueillons ce soir Cécile Calou, qui connaît bien les archives des missions étrangères, puisqu'elle va vous le raconter. Elle a beaucoup travaillé sur les archives des missionnaires des marches tibétaines. Et donc nous continuons donc avec elle notre cycle qui est dédié au thème des missions liées aux sciences. On a déjà parcouru l'architecture, les sciences urbanistiques notamment. On aurait dû passer par la botanique, mais donc ça va être reporté. Et donc nous voilà aujourd'hui avec l'archéozoologie, qui est votre spécialité. La zoologie, voilà. Donc Cécile Calou est docteure en zoologie, elle est spécialiste des mammifères et des lagomorphes, donc les lapins, si j'ai bien compris. Vous êtes chargée de conservation au Muséum national d'histoire naturelle, où vous faites tout un tas de projets dont vous parlerez sans doute. Vous avez notamment participé à l'exposition Panda, qui se trouve dans la grande galerie du Muséum, et vous avez beaucoup travaillé avec la Chine, justement pour des recherches sur, en particulier, les singes, enfin les mammifères et les singes du Yunnan et du Sichuan, et c'est comme ça que vous êtes arrivée aux Missions étrangères de Paris. Ben voilà, je vous laisse la parole. Juste en dernier détail, on a des auditeurs qui sont en ligne puisque ces conférences sont visionnables aussi à distance. Il y aura une séance de questions à la fin de l'heure de conférence où on posera à la fois les questions des personnes en ligne et puis je ferai passer aussi le micro dans la salle. Donc, j'ai un micro. Peut-être que oui, je vais pouvoir le rapprocher en fait. Donc bonsoir. Donc pour compléter, effectivement, je suis maître de conférence du Muséum d'histoire naturelle dans une unité qui s'appelle archéozoologie, archéobotanique, société, pratique et environnement. Donc je suis archéozoologue, mais je suis également responsable scientifique de collection et à ce titre responsable notamment de la collection des types de mammifères. Alors je vais vous expliquer tout à l'heure ce que sont les types de mammifères. Et c'est dans ce cadre, c'est sur cette fonction-là, en fait, que j'étais amenée à travailler avec d'autres équipes nationales, notamment du CNRS, pour travailler sur la Chine, puisqu'a priori, au départ, ce n'était pas du tout ma région d'études. Comme l'a dit Marielle Pay, mon sujet de thèse portait sur le lapin en Europe occidentale, hein, l'histoire du lapin, je pourrais en parler des heures, mais ça n'est pas le sujet, donc on est vraiment très très loin de ça. J'ai également d'autres recherches qui m'amènent plutôt en Égypte, où je travaille sur des momies de carnivores, donc vous voyez d'autres terrains. Et j'ai également, parce que ça me manquait, que j'ai des journées occupées, je dirige également une unité CNRS dédiée aux bases de données sur la biodiversité. Donc avec ça, ça me fait des journées plutôt bien pleines, plutôt bien remplies. Donc pour répondre à l'invitation que l'on m'a faite, en fait, je vais vous parler ce soir du rôle de Monseigneur Félix Biette dans la collecte des spécimens au Tibet, avec l'exemple de la collection des mammifères du Muséum national d'histoire naturelle. Alors pourquoi cet intérêt pour Félix Biette ? Parce qu'on retrouve souvent son nom mentionné dans les bases de données de collection du muséum. Et on retrouve son nom très très souvent cité, et finalement c'est une habitude, ça fait partie des collecteurs, mais on sentait bien que derrière ce nom de collecteur, un évêque, on ne le voyait pas bien sur le terrain en train d'aller collecter. Donc il y avait une interrogation sur qui était-il vraiment et comment s'est organisé le réseau de collecte des spécimens au muséum.
Alors, je vais vous en parler, évidemment. Je vais vous parler de Monseigneur Biette, du réseau de collecteurs, des spécimens qui ont été collectés et qui viennent de Chine. Mais pour placer un petit peu le cadre, je vais vous parler du Muséum national d'histoire naturelle, que vous connaissez peut-être, à vous qui êtes parisiens, mais peut-être pas les personnes qui sont en ligne. Alors, petit panorama historique du muséum, donc 4 siècles d'histoire maintenant. Le jardin, en fait, c'est le 6 janvier 1626, sous l'impulsion de Guy de Labrosse, qui est le médecin personnel de Louis XIII, que le jardin royal des plantes médicinales est créé par Édit Royal, avec la vocation d'une culture des simples et l'enseignement pratique de la pharmacopée. Voilà le tout début du jardin. Mais c'est véritablement le 15 mai 1635 qu'un nouvel édit est promulgué pour l'établissement de ce jardin à l'emplacement que l'on connaît aujourd'hui. En 1718, un cabinet d'histoire est ajouté, destiné à recevoir les collections royales de zoologie et de minéralogie, et le jardin prend alors le nom de Jardin royal des plantes ou Jardin du roi. Georges-Louis Buffon en est un des intendants entre 1739 et 1788, date de sa mort. Le 10 juin 1793, la Convention nationale décrète la création du Muséum d'histoire naturelle, dont le but est l'enseignement public de l'histoire naturelle, prise dans toute son étendue et appliquée particulièrement à l'avancement de l'agriculture, du commerce et des arts. On a tendance un petit peu à l'oublier. Le 16 mai 1794, fondation de la ménagerie du Jardin des Plantes par arrêté du comité de salut public de la Convention et transfert des animaux qui survivaient alors à la ménagerie royale de Versailles, à la grande ménagerie dont on parle, et il y a eu une exposition récemment sur le sujet, et également de la ménagerie du duc d'Orléans qui était située au Rincy. Le duc d'Orléans, Philippe Égalité, avait une ménagerie. Et donc, les animaux survivants dans ces 2 ménageries ont convergé vers la ménagerie du Jardin des Plantes. C'est alors le 2e plus ancien parc zoologique du monde. Le 11 décembre 1794 est également créée la chaire de zoologie, mammifères et oiseaux, qui sera en particulier occupée par un certain nombre de personnes dont je vous ai donné le nom, mentionné le nom. Alors, je ne les cite pas au hasard, c'est parce qu'on va les retrouver un petit peu plus tard. Donc, entre 1794 et 1841, nous avons Étienne Geoffroy Saint-Hilaire. Lui succède son fils, Isidore Geoffroy Saint-Hilaire. Nous avons ensuite Henri Milne-Edwards, qui est suivi d'Alphonse Milne-Edwards. Nous avons des grandes dynasties au muséum, ce qui ne nous simplifie pas la vie pour pister qui fait quoi et qui écrit quoi. Et puis, entre 1900 et 1906, Émile Oustalet, qui est donc le directeur, suivi pour des périodes plus récentes d'Édouard Bourdelle, Jacques Berlioz et le dernier Jean Dorst, qui était le dernier directeur de la chaire de zoologie jusqu'en 1985. Après quoi, il n'y avait plus de chaire. Je continue mon petit tour d'horizon. Lors de l'exposition... on est en 1837. 1837, oui, c'est l'ouverture de la galerie de minéralogie. 1889, c'est donc l'ouverture de la galerie de zoologie, qui est devenue la grande galerie de l'évolution en 1994, après de grands travaux de rénovation. Donc vous avez là une image de l'époque. C'était un petit peu un entrepôt, finalement, pour la zoologie, en très très mauvais état. Et donc maintenant, on a une galerie qui est quand même plus visitable. 1898, ouverture de la galerie de paléontologie d'anatomie comparée. Donc vous avez ici une représentation, une image de la partie paléontologie. Mais on oublie souvent qu'il y a un rez-de-chaussée et que c'est une autre collection, c'est la galerie d'anatomie comparée. Donc il y a vraiment 2 laboratoires en fait et 2 collections qui sont assez distinctes et pas gérées de la même manière. 1934, en fait, lors de l'exposition coloniale de 1931, un zoo temporaire est créé au bois de Vincennes afin de découvrir les animaux exotiques. Et devant l'énorme succès populaire rencontré par cette exposition, on décide de créer un parc zoologique qui est créé et inauguré en 1934, et c'est donc aujourd'hui le parc zoologique de Paris, qu'on appelait pendant longtemps le zoo de Vincennes.
qu'on appelle encore parfois le zoo de Vincennes. 1935, c'est l'ouverture de la galerie de botanique, qui est de style pur art déco, sur 7 niveaux, et qui héberge l'herbier national, une grainerie, une carpothèque. Cette galerie fait également l'objet d'une rénovation entre 2010 et 2015. J'ai mon pense-bête pour les dates, car je n'arrive pas à retenir les dates, je dois tout vous avouer. En juin 1938, c'est l'ouverture du Musée de l'Homme, place du Trocadéro. Alors, il n'était pas ex nihilo, ce musée. En fait, il fait suite au musée d'ethnographie du Trocadéro, qui a été créé en 1882. Et à partir de 1928, le musée d'ethnographie est rattaché à la chaire d'anthropologie du muséum, sous la direction de Paul Rivet, et devient à ce moment-là un musée laboratoire. Il réunit des collections d'ethnographie et d'anthropologie. Le musée de l'Homme, comme toutes les galeries donc, du muséum, fait également l'objet d'une rénovation entre 2003 et 2015. Donc, si vous le connaissez aujourd'hui, peut-être que vous l'avez connu avant, mais c'était donc la dernière grande inauguration en fait au muséum. Alors, le muséum, ça n'est pas que ça, on tend à l'oublier. C'est effectivement des galeries et des musées sur des sites parisiens, mais également en région. On a 13 sites en France, avec des stations de biologie marine, par exemple, une à Concarneau et une à Dinard. On a d'autres jardins botaniques. Vous connaissez peut-être le jardin de la Jaïsinia. On a également un site à Menton. Il y a le parc de la Haute-Touche, pas de la Haute-Touche, par exemple, de Chèvreloup, qui est en région parisienne. Et puis, on a également un parc zoologique. Donc, on a le parc de la Haute-Touche. Et puis, 2 sites préhistoriques. Donc, le muséum, en fait, c'est bien au-delà du jardin des plantes, auquel on le réduit souvent. Il y a une activité quand même assez foisonnante un petit peu partout en France. Le muséum, c'est pour les enseignants-chercheurs qui participent, comme je le suis, 5 missions statutaires. Donc, nous sommes des chercheurs, des enseignants-chercheurs. Donc, on a une activité de recherche. Pour certains d'entre nous, on a une activité de collection, ce qui est mon cas. On a également une activité d'enseignement et de formation, puisque le muséum est une université. On a des masters et des doctorats. On a l'aspect diffusion des collections et des connaissances au travers des galeries, donc des expositions. Et puis, il y a également une activité d'expertise, puisque le muséum est centre national d'expertise pour le ministère de l'écologie. Donc, tout ce qui est rapportage sur des espèces particulières, c'est le muséum qui est sollicité. Donc, vous voyez une activité assez foisonnante pour les personnels de cet établissement. Le muséum, donc, c'est une des plus grandes collections d'histoire naturelle qui est équivalente à celle de Londres. En fait, le Muséum national d'histoire naturelle, c'est le 3e plus grand musée d'histoire naturelle du monde. Après celui de Londres, donc le British Natural History Museum, et celui de Washington, la Smithsonian. C'est, en termes de spécimens, 67 millions de spécimens. Il y a 110 collections couvrant tous les domaines de la biodiversité et de la géodiversité. Il y a donc des collections vivantes de plantes et d'animaux, donc des jardins, des zoos. On a 800 000 types. Je vais vous en reparler après, mais vous expliquer ce que sont les types. Les types, ce sont nos Jocondes à nous, ce sont les spécimens les plus précieux, et dont 1500 de mammifères. Donc je vais recommencer à resserrer vers le sujet qui nous occupe. Il y a le plus grand herbier du monde, donc c'est 8 millions de spécimens de parts d'herbier. Et une collection documentaire pour documenter tout ça, aussi assez conséquente, puisqu'on estime à peu près à 2 millions d'items, que ce soit des monographies, des manuscrits, des vélins, des œuvres d'art et des objets. Je vais vous faire un petit tour d'horizon, quelques images que j'ai empruntées à une présentation réalisée par Michel Guiraud, qui était l'ancien directeur des collections. Donc vous voyez un petit peu un panorama de types de collections. Donc on a des sculptures, donc des ouvrages en bas à gauche, ce sont les publications de Cuvier, les publications originelles. La tête, c'est une cire, donc des cires anatomiques. On a des spécimens que l'on appelle en fluide, donc souvent des spécimens complets, des minéraux, des archives papier, des illustrations, aussi bien sur vélin, tout type de planches. Et ce qui est intéressant, c'est que la plupart du temps, nous avons les planches, mais nous avons également les spécimens qui sont représentés sur les planches. Donc c'est une source de comparaison tout à fait précieuse.
La galerie d'anatomie comparée, là pour le coup, avec le troupeau central. Alors ce troupeau est particulièrement visité, sert pour les étudiants. Il y a énormément de monde qui visite ces collections. Ce sont souvent des spécimens anciens. Et je vous ai volontairement mis sur cette image un squelette de gorille tout à fait récent, car la collection s'accroît. Ce n'est pas une collection vieille, ancienne. On continue à accroître et à enrichir les collections par des spécimens. Je vais vous donner un petit peu les différentes voies d'acquisition. Mais vous avez là donc un gorille récent qui est présenté en squelette en vrac, en détaché. Et c'est ce que les chercheurs veulent voir la plupart du temps, parce que c'est très joli quand c'est monté, mais ce n'est pas très pratique pour travailler. Donc nous, en tant que chercheurs, on préfère avoir des os isolés. Il y a également donc, la grande galerie de l'évolution, qui est assez impressionnante. Vous la connaissez sûrement pour ceux qui sont parisiens, où là, on a toute l'histoire donc, de la biodiversité. D'autres formes, d'autres présentations. En haut à droite, vous avez donc une planche d'herbier. Et ce que l'on connaît moins, en bas à droite, pour le coup, on a également des herbiers de poissons. Alors, c'est une forme de conservation qui est assez exceptionnelle. Ce sont des poissons que l'on dessèche à plat et qui sont conservés et présentés de cette manière-là. Donc, évidemment, des insectes piqués, par millions. En haut, une momie, c'est une momie de poisson. En bas, une carpothèque, donc des graines, des fruits qui sont conservés, séchés. Et en haut à gauche, c'est une autre forme de présentation. Ce sont donc des oiseaux qui sont mis en pot et qui sont conservés dans des boîtes. Et vous pouvez le constater, il y a des étiquettes rouges qui sont les étiquettes des spécimens types. Pour les mammifères, une très grande diversité aussi de présentations. Avec, donc le plus courant, c'est évidemment un crâne. Je vous ai mis un crâne. Ça, c'est vraiment la forme la plus courante et la plus commune et la plus pratique et la plus étudiée. Mais on a toute cette diversité de présentations avec aussi bien des moulages en plâtre que des éléments crâniens ou qui sont fixés sur des plaques bleues. C'était des éléments d'enseignement. On a des petites étiquettes avec marqué à quoi ça correspond. Des organes en fluide. Vous avez un encéphale, vous avez, je ne sais plus ce que je vous ai mis, enfin, il y a un sécum séché, il y a des pièces sèches. Et puis, il y a également un spécimen qui est en papier mâché. À gauche, c'est un spécimen Ozu, de la collection Ozu, en papier mâché, et tous les muscles se détachent. Donc ça fait partie de ces spécimens tout à fait remarquables. On arrive vers la Chine. Voilà donc un spécimen tout à fait emblématique de la Chine. C'est le panda géant. Et ce panda géant, ces deux individus qui sont maintenant présentés dans la salle des espèces disparues et en voie d'extinction, ont été collectés par le père Armand David. Et ce sont donc les spécimens types qui sont maintenant exposés depuis peu de temps, puisque jusqu'alors, ils étaient dans les réserves. Et donc, à l'occasion de l'anniversaire de la description de l'espèce, on les a mis en place dans cette galerie. Alors, comment est-ce qu'on acquiert des spécimens ? Alors, les achats onéreux, alors on est au muséum, on est donc dans un établissement public, autant vous dire que on n'achète pas souvent des spécimens. Enfin, en tout cas, pour les mammifères, c'est pas fréquent. On a plus souvent des dons et des legs, donc des dons de collection. En ce moment, on a justement un don en cours d'une collection de spécimens chinois donnée par l'université de Besançon, dont on va longuement parler après, une collection qui a été établie par Patrick Giraudoux et Francis Raoul, qui travaillent depuis de longues années dans le territoire. Donc voilà, ça arrive encore aujourd'hui. Évidemment, les ménageries et les zoos. Et puis également des expéditions, des missions et des projets scientifiques. Alors il y a des missions anciennes. Et voilà un exemple. Alors évidemment, ce n'est pas une mission étrangère, mais à la même époque que les missions étrangères dirigées par Monseigneur Biette, on avait également le père Armand David, qui était en Chine, qui a fait plusieurs missions à partir de 1862. Il est resté 11 ans et il a exploré différentes régions, Mongolie, Sichuan, Jiangxi, les montagnes de Qingling. Alors je prononce très très mal parce que je ne parle pas chinois, vous l'aurez remarqué. Ce qui est sûr, c'est qu'on sait aujourd'hui, voilà la collection qu'il a établie. On a 2919 plantes, 9569 invertébrés,
1332 oiseaux et 595 mammifères qui ont été apportés par lui, ou envoyés par lui en tout cas, et donc avec des spécimens qui sont aujourd'hui tout à fait valides et qui sont des références mondiales pour certaines espèces. On a également donc des projets qui sont en lien avec la recherche fondamentale et appliquée. Il y a encore des grandes expéditions et le muséum est organisé en 3 grands départements scientifiques. Et vous avez ici la liste, parmi les 15 unités de recherche, la liste des unités qui travaillent de près ou de loin avec la Chine à des projets chinois. Donc il y a une vraie dynamique de projet pour continuer d'enrichir les collections. Alors, petit élément de systématique pour savoir de quoi on parle. Qu'est-ce qu'un type ? Je vous ai mentionné ce terme à plusieurs reprises. C'est l'élément de référence qui est attaché à un nom scientifique, à partir duquel une espèce a été décrite. Donc, il désigne le matériel original, qui peut être en un ou plusieurs exemplaires, ayant servi à cette identification scientifique. Alors, contrairement à une idée que l'on peut avoir, le type, c'est celui d'un nom, et ce n'est pas celui d'un taxon. Je prends un exemple. Un animal, enfin un spécimen, peut changer de nom au cours de... Puisqu'il peut y avoir plusieurs chercheurs qui vont se pencher sur ce spécimen et qui vont dire non, mais ça, c'est pas du tout cette espèce-là, moi, je vais lui donner ce nom. Et donc, on a des spécimens qui, parfois, sont des porte-noms de 5, 6, 7 noms totalement différents. Donc ça, c'est un élément qui est important parce qu'un même taxon peut donc avoir plusieurs dénominations successives. Et on nomme donc des types porte-noms, une espèce type. Alors on trouve l'holotype, l'ectotype, la série de syntypes ou le néotype qui constitue la référence internationale. Donc ces individus, je vais vous donner un exemple qui va vous parler à nouveau. Donc voilà le panda géant. Vous avez vu juste avant les montages. Voici la planche d'origine. Cette espèce a été décrite donc en 1869 par le père David sous le nom d'Ursus melanolocus. Donc on l'a changé de genre après, donc il est devenu Eluropoda, c'est le nom tel qu'on le connaît actuellement. Donc voilà, il a publié ce nom dans les voyages en Chine qu'il a publié aux Nouvelles Archives du Muséum en 1869. Donc voilà, ce nom, il est associé à ce spécimen. Et donc quand les gens veulent étudier cette espèce, eh bien, ils viennent voir le spécimen. Donc ce sont des références absolument essentielles pour la connaissance. L'épithète spécifique est un mot du latin scientifique. C'est un peu, on dit du latin de cuisine, c'est vraiment du latin scientifique. Et il obéit donc à la syntaxe du latin, il se décline. Il s'agit souvent d'adjectifs qualificatifs ou de noms, formés le plus souvent à partir d'une localisation géographique. Alors par exemple, je vous ai mis le crabe chinois, Eriocher sinensis, c'est le crabe chinois, ou bien d'un habitat. Vous avez ici le Sénécio sylvaticus, donc le sénesson des bois, c'est une plante. Vous pouvez avoir également un nom en fonction d'une caractéristique morphologique. Je reprends toujours mon panda géant, il est mélanoloca, c'est-à-dire qu'il est noir et blanc. Et puis vous pouvez également avoir un nom propre en hommage à une personnalité. Alors vous avez le Philomis thomasi, qui est nommé en hommage, pas très beau, qui est nommé en référence à Oldfield Thomas, qui était un grand naturaliste britannique. Et je vous ai mis également l'Eligmoptera gyroduxi, qui est un nématode, c'est-à-dire que c'est un parasite, qui est en hommage à Patrick Giraudoux, dont je vais vous reparler juste après. Donc voilà, les scientifiques se font des blagues aussi entre eux. Donc voilà, on ne donne pas son nom à une espèce que l'on découvre, ça ne se fait pas. Mais par contre, on peut faire des blagues à des collègues. On a aussi des noms fantaisistes. Alors je ne vous résiste pas à donner 2 exemples. Voici ce petit psittacidé qui s'appelle Vini Vidi Vici. Je crois que je n'ai pas besoin de vous dire où est la blague. Et puis également, vous reconnaissez Nessie, qui s'appelle Nessiteras rhombopteryx, qui est donc la merveille du Ness à la nageoire en forme de diamant. Donc on a également quelques petites fantaisies dans la nomenclature. Tout n'est pas très strict et rigide. On va faire également un focus donc, sur les catégories au muséum. Vous voyez que la zoologie, finalement, les mammifères, ne sont pas les plus importants dans les collections, puisque
les collections les plus importantes au muséum, c'est l'entomologie, qui écrase à peu près tout, suivi de la botanique, de la paléobiologie, la paléontologie. Et on a donc 1% des collections du muséum sont consacrées à la zoologie. C'est-à-dire zoologie, c'est mammifères, oiseaux, amphibiens, reptiles, tout le domaine zoologie vertébrée. Maintenant, par répartition régionale des catégories, là on est sur les collections d'animaux terrestres. Vous voyez que l'Asie tempérée, c'est seulement 6% des collections. Donc c'est extrêmement faible. Alors pourquoi j'insiste et pourquoi je vous montre ceci? C'est pour vous dire combien les collections que je vais vous présenter maintenant sont importantes pour nous et essentielles. Puisque finalement on a eu, donc je vous ai cité le père David, mais pas que lui, parce qu'on le cite souvent, il a tendance à écraser un petit peu tout. Mais les MEP ont également participé à l'enrichissement des collections du muséum, au moins pour les mammifères. Donc maintenant, je vais vous présenter le rôle de Monseigneur Biette dans l'accroissement des collections. Alors, quelques éléments de biographie sur Félix Biette, que je ne connaissais pas tout à fait, je dois vous avouer. Moi, je connaissais les spécimens, son nom revenait régulièrement. Donc, je me suis penchée un petit peu sur qui il était. Donc, il est né le 21 octobre 1838 à Langres et il est mort le 9 septembre 1901 à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Il est d'une famille de 10 enfants, alors 2 sont morts en bas âge. Et ce qui est assez intéressant dans cette famille de 10 enfants, c'est que l'aîné donc est trappiste, et puis 4 d'entre eux sont missionnaires en fait, sont passés par le MEP. Donc vous avez Alexandre, enfin Joseph était le premier, Alexandre, Félix et Louis. Et un ouvrage leur a été consacré, je vous ai mis la page, donc Monseigneur Biette et ses 3 frères, par le père Mazelin. Donc c'est un ouvrage, on peut en commander des reproductions. Donc c'est là où j'ai tiré quelques petites informations, mais pas seulement. Je dois avouer que le nouveau site web de l'IRFA m'a beaucoup aidé. Et donc on en avait discuté avec Marie Elpay, et je dois avouer que les fiches sont très pratiques. Et j'ai fait grand usage de ceci. Donc les 4 frères, les 4 frères Biette, qui appartenaient au MEP, sont tous partis en Asie. Joseph est parti en Mandchourie sous les ordres de Monseigneur Vérol en 1854 et il meurt en 1855. Donc lui, il n'est pas resté très longtemps. Alexandre est le premier à partir en mission au Tibet. Le 10 juillet 1859, Félix, lui, partira fin 1864 avec le père Jules du Bernard. Louis partira en Birmanie. Ce qui est assez touchant, je trouve, c'est que le Félix Biette entre au séminaire des missions étrangères de Paris le 14 août 1860. Il est ordonné prêtre en 1864 pour partir au Tibet, donc en 1864. Et lorsqu'il quitte les missions en 1864, ça correspond à l'entrée de son frère Louis. Et c'est ce que dit Mazelin, c'est qu'il y avait un des frères tous les 4 ans. Il y avait une succession, donc c'était plutôt bien fait. Je me suis également beaucoup appuyée, et pas seulement moi, je dois avouer que la documentation des MEP nous a beaucoup servi, je vais vous l'expliquer après, et notamment les cartes qui ont été établies par Adrien Launay, l'Atlas des missions de la Société des missions étrangères, puisque vous avez ici donc la carte, j'ai mis des points rouges sur les zones qui nous intéressent, donc le Tibet, le Sichuan et le Yunnan, et en particulier avec un zoom sur la partie Tibet. Alors pourquoi ça nous a été d'une grande utilité? Parce qu'il y a les noms anciens. Or ça, c'est vraiment très compliqué. La graphie, l'écriture, on en a eu l'occasion d'en discuter à nombreuses reprises aussi avec Marie Elpay, entre toutes les écritures, ce que l'on trouve dans les publications, sur les spécimens, les gens ne connaissaient pas forcément les noms, donc on a parfois du mal à s'y retrouver, et ces cartes nous ont été d'une grande aide. Pour poursuivre sur les éléments de biographie du père de Monseigneur Biette, donc il débute à Bonga, où il n'arrive qu'en mars 1865, après un voyage difficile. Ce que l'on apprend, c'est qu'il était déjà d'une santé extrêmement fragile. Il est souvent tombé malade pendant son déplacement.
Donc c'est d'ailleurs assez miraculeux qu'il y soit arrivé. En tout cas, il est arrivé et en octobre 1865, il est attaqué par les lamas. Il doit se retirer donc à Yerkalo, où il reste une dizaine d'années avec le père Auguste Desgaudins. Il fonde une pharmacie tout en commençant la station d'Atense. Il remplit en même temps l'office de procureur des missionnaires de cette région. À la mort de Monseigneur Chauveau, il est nommé évêque de Diana le 23 juillet 1878, puis vicaire apostolique du Tibet le 27 août 1878. On apprend qu'il consacre sa mission au Sacré-Cœur, qu'il fixe des règlements pour les retraites des missionnaires, et il donne surtout à ceux-ci, alors ça c'est ce qui m'intéresse plus particulièrement, des conseils sur la conduite à tenir envers les explorateurs européens. Parce qu'il y avait des explorateurs, des Anglais, il y a même eu des Français, on va y revenir, qui tentaient d'explorer ces régions qui étaient assez inaccessibles et franchement inhospitalières, de manière à leur prêter une aide efficace sans attirer de difficultés sur la mission, puisque la zone était quand même pas tout à fait calme. Il crée à Tatsienlou une bibliothèque, comme il l'a fait à Yerkalo, et on apprend également qu'en 1887, les chrétientés de Batang, Yargong et Yerkalo ont été dévastées par les lamas, et il entreprend du coup des longues et difficiles négociations pour obtenir réparation. Mais il tombe gravement malade en 1892 et revient en France où il décède en 1901. Donc voilà pour les éléments de biographie de Félix Biette. Alors maintenant, Biette, dans les collections du muséum, ce que l'on sait, c'est qu'il y a beaucoup d'espèces qui lui sont dédiées. Je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait dédicacer des spécimens, donner le nom. Et donc voilà les espèces que l'on a dans les collections ou qui existent dans la nomenclature dédiée à Biette. Donc vous avez ici 2 planches du muséum qui sont conservées au muséum, donc 2 plantes, donc une Pedicularis bieti et une Astère bieti. Beaucoup de papillons, beaucoup de lépidoptères lui ont été dédicacés. Alors j'en ai mis quelques-uns, en tout il y en a 11. Donc j'ai trouvé quelques illustrations. C'est surtout Charles Oberture en 1886 qui publiait des études d'entomologie et notamment en Asie. Sur des espèces asiatiques. Et la planche de droite est assez amusante parce qu'on y retrouve des noms de personnes que je vous ai déjà mentionnées. Donc en haut, c'est un Saturnia davidi. Je vous laisse deviner à qui il est dédicacé. Vous avez le numéro 54, donc ça doit être celui qui est juste en dessous du grand jaune, qui est un Theria Desgaudini. Je vous ai parlé d'Auguste Desgaudins. Et vous avez en bas un Saturnia bieti, donc un papillon dédicacé à Monseigneur Biette. Ce n'est pas tout, des coléoptères maintenant, voyons, on fait tout le spectre. Donc on a 2 coléoptères, un Dicranocéphalus bieti, qui est donc un syntype, et un Protessia bieti. Alors je n'ai pas trouvé d'illustration, je vous ai mis une image du genre Protessia, je n'ai pas trouvé d'illustration exacte, donc c'est une cétoine, vous aurez reconnu, j'imagine. Des oiseaux, Garrulax bieti et Fulveta vinipectus bieti, et puis des mammifères également, donc le Felis bieti, vous avez à gauche donc 2 l'holotype et le paratype donc, de Felis bieti qui sont conservés dans les collections du muséum dont j'ai la charge et que nous avons photographié et que nous sommes en train de mettre en ligne. Donc ces photographies, vous pouvez les consulter dans la base du muséum. Et puis le rhinopithèque, dont je vais vous reparler assez régulièrement. Nous allons revenir sur cette espèce qui est assez remarquable. Donc vous avez ici l'holotype. Donc vous voyez finalement pas mal d'espèces dédiées à Monseigneur Biette. Alors du coup, oui, des espèces dédiées. Mais moi, la question que je me posais, c'est est-ce qu'il en était le collecteur ? Parce qu'on voit souvent collecteur. Alors collecteur, ça recouvre un petit peu tout dans les collections. Parfois, ce sont des donateurs. On a Joséphine de Beauharnais, il est à peu près sûr qu'elle n'est pas allée collecter un spécimen. Donc voilà, il y a des donateurs, il y a des collecteurs, il y a des vendeurs. Donc sous le terme collecteur, on trouve beaucoup de choses. Ce qui est certain, c'est que j'ai regardé dans Calam, qui est la base de données des archives, je n'ai pas trouvé d'archives ouvertes au nom de Monseigneur Biette au muséum. Il n'y a pas d'archives le concernant.
En revanche, on a des informations qui sont données par les naturalistes qui reçoivent les spécimens et les décrivent. Donc du coup, je me suis plongée ces derniers jours dans le bulletin du Muséum d'histoire naturelle, qui est paru à partir de 1895, et j'ai trouvé 2 personnes qui ont écrit sur ces collections. Alors, Émile Oustalet, que je vous ai déjà mentionné tout à l'heure, qui a été directeur du muséum, qui a fait notamment un rapport sur les collections zoologiques rapportées par la mission Bonvalot. Et puis Eugène de Poussargues, qui est un mammalogiste et qui a également écrit sur ces collections. Parce que ce qu'on apprend, c'est qu'en fait, cet envoi a été réalisé sous l'impulsion de Gabriel Bonvalot et du prince Henri d'Orléans. Ce sont eux, ces deux explorateurs, qui ont fait envoyer régulièrement au muséum des spécimens. Alors, qui sont-ils ? Gabriel Bonvalot et Henri d'Orléans donc, sont des explorateurs qui ont... donc Gabriel Bonvalot a écrit en 1892 un ouvrage qui s'appelle « De Paris au Tonkin » à travers le Tibet inconnu. Ils sont partis avec comme objectif de rejoindre par voie terrestre les nouvelles possessions coloniales françaises en Indochine, en passant par le Turkestan chinois et les hauts plateaux tibétains, qui étaient jusqu'alors inexplorés. Donc ils se sont lancés à l'aventure, et ce qui nous intéresse, c'est qu'ils sont arrivés à Tatshenlou. Donc voilà une photo prise en 1890 par le prince Henri d'Orléans, et vous reconnaissez, ou pas, en bas à gauche, Monseigneur Félix Biette, Jean-André Soulier à droite, Léonard-Louis Desjans en haut à gauche, donc 3 missionnaires des missions étrangères, et puis un personnage qui s'appelle William Woodville Rockhill, qui est en fait un homme politique américain, qui lui également était diplomate et est également passé par la station, a été pris sur ce cliché. Donc ce cliché est un des rares que l'on trouve régulièrement de la mission de Tatshenlou, et qui est assez touchant parce qu'on voit, alors effectivement quand on ne connaît pas au départ, on se dit mais pourquoi ils sont habillés en chinois ? Parce qu'ils risquaient leur vie pour pouvoir se fondre dans la population et survivre. Il fallait évidemment prendre les habits chinois. Alors, qu'est-ce qui m'intéresse dans ces publications ? Je vais vous faire de la lecture. Note sur la faune ornithologique du Sichuan. Voilà ce qui est écrit. Tous ceux qui ont lu les intéressantes relations du voyage effectué en 1889 par M. Bonvalot et le prince Henri d'Orléans à travers l'Asie centrale et méridionale savent qu'à leur passage dans le Sichuan, les voyageurs épuisés par des fatigues et des privations de toutes sortes trouvèrent l'accueil le plus empressé, l'hospitalité la plus cordiale auprès des missionnaires de Tatshenlou et de Monseigneur Biette, évêque de Diana. Non contents de mettre à la disposition de leurs compatriotes toutes les ressources dont ils pouvaient disposer, les prêtres de la mission leur fournirent les moyens de faire autour de Tatshenlou des chasses fructueuses, au produit desquelles ils voulurent joindre un certain nombre de spécimens recueillis par eux et par leurs élèves. Bientôt, après le retour en France du prince d'Orléans, Monseigneur Biette fit parvenir au muséum une nouvelle série de dépouilles de mammifères et d'oiseaux. Et, même lorsque l'état de sa santé l'eut contraint de revenir en Europe, il continua, grâce aux relations qu'il avait conservées avec les missions du Tibet, à enrichir nos collections nationales. Pour donner une idée de l'importance des envois que nous devons à ce prélat, si zélé pour l'histoire naturelle, et aux missionnaires de Tatshenlou, nous dirons que grâce à Monseigneur Biette, la ménagerie du Jardin des Plantes a possédé pour la première fois plusieurs faisans oreillards blancs, et que par ses soins et par ceux de M. Mussot, de M. Soulier et de M. Desjans, les collections du muséum se sont accrues de 1892 à 1895 de 190 dépouilles de mammifères et de 1150 peaux d'oiseaux en chiffrerie. Donc des informations tout à fait éclairantes, en tout cas pour nous, de ce qui a été collecté et envoyé au muséum. Autre élément, donc dans un autre article, on apprend que finalement ces envois ont débuté dès 1891. Donc on a une information entre une borne d'envoi de spécimens réalisés entre 1891 et 1898. Je me suis plongée dans les catalogues des collecteurs et effectivement, on se rend compte, donc sur le petit extrait que vous avez, que dans le catalogue de mammifères et oiseaux, un certain nombre de spécimens ont été
envoyés entre 1892 et 1898. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a plusieurs missionnaires qui sont nommés, et en particulier Léonard Desjans. Et on nous dit toujours dans un des articles que grâce à lui seul, je vous ai remis les nombres 1190 dépouilles de mammifères et 1150 peaux d'oiseaux, Léonard Desjans à lui seul a envoyé 850 exemplaires. Donc en fait, il y a surtout 2 missionnaires qui ont été des grands collecteurs et que l'on va retrouver donc dans nos collections. Alors on trouve parfois leurs noms, je vous ai cité quelques missionnaires, soit comme collecteurs, mais également parfois dans la dédicace. Mais ce qui m'a enfarfouillant, j'ai également trouvé qu'il existait aussi des envois antérieurs à la visite de Bonvalot et Henri d'Orléans, sous le vicariat de Joseph Chauveau, donc qui a été vicaire apostolique de Tibet de 1865 à 1877. Donc c'est une tradition finalement qui s'est mise en place assez tôt, avant que Félix Biette fasse affaire finalement avec Bonvalot et Henri d'Orléans et avec le muséum. Il y avait déjà des contacts. Alors les missionnaires au Tibet, j'ai regardé grâce au site web la liste des missionnaires qui étaient présents pour savoir si dans les bases de données j'arrivais à retrouver les noms de ces personnes comme étant collecteurs. Voilà comment j'ai fait mon enquête. Alors l'autre difficulté, j'ai également cherché par localité. Alors Tatsienlou, aujourd'hui c'est Ganding. Alors on peut trouver Tatsienlou écrit comme ça, Dajianlou, Darzedo, Darzozong, tout ça c'est la même, c'est Tatsienlou. On a à peu près une vingtaine d'écritures possibles pour Tatsienlou, donc j'ai à peu près essayé tout pour voir si on trouvait quelque chose. En jaune, j'ai précisé donc les 2 missionnaires qui ont envoyé des spécimens avant 1878, donc avant le vicariat de Monseigneur Biette. Et en rouge, ce sont des noms qui sont cités donc, dans le bulletin du muséum. Et dans certains cas, on retrouve des spécimens, mais pas pour tous. Donc ça, c'est un petit peu une curiosité. Il va falloir continuer à gratter. Je pense qu'il y a encore des découvertes à faire. Des tours d'horizon des spécimens, parce que je pense que vous voulez les voir. Donc Jean-Charles Fage, il a envoyé ce spécimen, Félix Fagesi, qui est en fait un lynx, donc spécimen envoyé en 1875. Auguste Desgaudins, voici le Felis crypta, qui est aujourd'hui, alors à gauche c'est le nom ancien et la synonymie actuelle, donc Prionelerus bengalensis. Alors lui, il a envoyé plusieurs spécimens, donc il y a celui-ci. Il a également envoyé des spécimens donc du rhinopithèque. Il y a plusieurs espèces de rhinopithèques, donc de Roxelane. Donc ça, c'est une photo qu'on a prise à la dernière mission. Également du Tupaya de Bélangéry. Alors là, je n'avais pas les photos des spécimens, donc j'ai pris des photos. Comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble en vrai. Léonard Louis Desjans, qu'on a déjà mentionné, il est à l'origine de 57 spécimens, en tout cas dans la base de données des mammifères, sachant qu'elle n'est pas exhaustive. On informatise comme on peut, on est 2 informatisés, donc il y a un petit peu de travail. Ce qui est intéressant, c'est qu'il a envoyé différentes catégories en fait, de mammifères, des chauves-souris, des carnivores, des rongeurs, des insectivores, mais également des artiodactyles. Alors voici dans la catégorie rongeurs, donc le Zapus et Sichuanus, qui vient du Sichuan, donc un paratype, mais également donc des artiodactyles avec un goral et un baral. Et puis, le prince Henri d'Orléans lui a dédicacé un spécimen, donc le Rusa Dejani. Donc on a aussi bien des spécimens envoyés que des spécimens dédicacés. Jean-André Soulier, qui est le 2e gros collecteur avec Léonard Desjans, il a envoyé notamment cette série de rhinopithèques, qui a une tête si particulière, le rhinopithèque donc de Biette. Voici 3 des spécimens de la série type. Et ce qui est assez émouvant, lorsque l'on regarde les socles des naturalisations, on peut constater que, au départ, je crois qu'il avait été envisagé d'appeler cette espèce non pas Rhinopithecus bieti, mais Rhinopithecus souliei. Donc, on ne sait pas pourquoi. C'est Monseigneur Biette qui l'a emporté, mais je trouve ça assez touchant parce que finalement, Soulier a laissé assez peu son nom, sauf qu'il aurait dû avoir cette espèce à son nom. Dans la base de données, toujours de données mammifères, 51 spécimens ont été collectés par Soulier.
il y a un petit panda, et puis il y a également donc un écureuil volant. Enfin, il y a une grande diversité d'espèces qui ont été apportées par lui. Comme je vous les ai cités, je vous ai mis quand même quelques spécimens collectés par Bonvalot et Henri d'Orléans. Alors je vous les mets parce qu'ils les ont collectés en fait dans la même région. Donc finalement, ils ont sans doute chassé ensemble. Donc on a le Felis bieti, et puis on a une petite série de lagomorphes, qui sont des petits picas, les Lagomys bonvaloti, du Lagomys erythrorhynchus et du Lagomys dedekeni. Vous avez peut-être vu tout à l'heure qu'ils ont travaillé avec un autre missionnaire belge qui s'appelait Dedeken, et donc ils lui ont dédicacé un petit lagomorphe qui est de la famille, donc c'est les lapins, lièvres et picas. Et puis on a toute une série de spécimens qui sont sans précision de collecteur et qui sont en général mis collecteur biette. Parce qu'on ne sait pas, ils viennent de Chine, donc on dit qu'ils sont de biette. Et on a toute cette série de Neotetrachus sinensis, qui sont une série type qui viennent de Tatsienlou. Ce qui me gênait, c'est la date de description, puisqu'ils sont décrits en 1910. Or, Monseigneur Biette est mort en 1901, donc il y avait une petite incohérence. Et donc, en me plongeant dans les catalogues et en regardant également les socles, on découvre que finalement, il y a tout un ensemble, 54 spécimens qui sont collectés, qui sont entrés dans les collections entre 1899 et 1911, et qui sont clairement indiqués comme étant venant des missions étrangères, des missions catholiques étrangères. Donc ça a été postérieur. Finalement, les missionnaires des missions étrangères ont envoyé des spécimens de 1875 à 1911. Donc pendant très longtemps, c'était une pratique qui a été courante et donc qui ont enrichi nos collections, vous pouvez le constater de façon tout à fait essentiel, d'autant plus qu'il y a beaucoup de spécimens types, donc ces spécimens qui sont des références internationales pour la connaissance d'une espèce. Pour finir, les recherches sur le rhinopithèque de Biette. Il y a aujourd'hui 3 espèces de rhinopithèques, ce qu'on appelle les singes à nez retroussé. En fait, ils n'ont pas de nez, ils ont on dirait un petit peu des zombies. Ils font un petit peu peur. Pendant très longtemps, on ne les a pas connus, parce qu'ils sont endémiques du sud-est du Tibet et du Yunnan, et on les trouve entre les 3 grands fleuves que sont le Yangtze-Kiang, le Mekong et c'est trop petit, je ne vois pas, et le dernier fleuve. Donc les espèces, sont vraiment, les fleuves constituent des barrières géographiques. Alors on a d'un côté le Rhinopithèque de Roxelane, que vous voyez en bas à gauche. Donc il habite à l'est du Yangtze. Il a été découvert par le père Armand David et décrit en 1870 par Alphonse Mine-Edwards. On a le Rhinopithèque de Biette, qui lui vit dans la partie haute du Yangtze et au Mekong. Il a été découvert donc par Jean-André Soulier et décrit en 1897 par toujours Alphonse Mine-Edwards. Et puis un beaucoup plus récent, qui est le Rhinopithèque de Stricker, qui a cette drôle de tête, qui ne doit pas être sympathique à rencontrer le soir, qui est découvert à l'ouest de Salwen. Et on l'a découvert seulement en Birmanie en 2010 et en 2011 en Chine. Donc c'est vraiment extrêmement récent. Ce qui est certain, c'est qu'à ce jour, on n'a découvert aucune espèce de rhinopithèque entre Langkang et Salwen. Il y a fort à parier qu'il doit y en avoir, puisque ces fleuves ont constitué une barrière géographique. On en a entre chaque fleuve, donc il y a quelque chose encore à découvrir. Un programme de recherche, un réseau de recherche international sur la santé des écosystèmes et écologie des maladies environnementales a été initié. C'est une collaboration entre le laboratoire donc, de l'Université des finances et d'économie du Yunnan, de Kunming, et le laboratoire Cronet Environnement de l'Université de Franche-Comté à Besançon. Ce projet a été porté donc, par le professeur Lilly et Patrick Giraudoux, le professeur Patrick Giraudoux, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, et également avec le muséum, avec un objectif d'étudier l'impact de l'exploitation des écosystèmes par l'homme sur les populations de ce singe. Cette espèce est classée en danger par l'IUCN depuis 1988 et elle vit aujourd'hui dans des forêts d'altitude situées entre 2500 et 4130 mètres d'altitude. Il est fort à parier qu'anciennement, elle vivait plus bas et que du fait de l'impact de l'homme, elle soit montée en altitude.
Il est certain que l'extension des terres agricoles, qui a été très très forte, l'accélération de la déforestation depuis 200 ans, l'augmentation des populations et le braconnage ont constitué les principales causes de réduction des effectifs de population ainsi que du morcellement. Et aujourd'hui, on estime la population actuelle de Rhinopithèque de Biette répartie dans 15 groupes distincts, totalisant moins de 3000 individus. Donc c'est une espèce vraiment en danger. Et il y a donc une étude, des vraies recherches qui sont initiées sur cette espèce pour essayer d'éviter leur disparition. Et pour cela, d'éviter ce morcellement qui a été constaté et de reconnecter en fait ces populations pour éviter un appauvrissement génétique. Il y a donc une forte coopération entre F. Afonso et Patrick Géraudou, qui appartiennent tous les deux à l'équipe Chrono-Environnement, qui sont à gauche de la diapositive, en haut à gauche, le professeur Lily, et puis Li Weiwei, qui est également qui appartient au Muséum de zoologie de Kunming. Les objectifs, c'est donc d'analyser la fragmentation de la population d'origine, comprendre comment ça s'est produit, prélever des spécimens, faire des analyses génétiques sur les spécimens actuels et les spécimens anciens pour voir comment s'est fait la fragmentation, à quelle vitesse, pour essayer d'analyser tout ceci. Et puis de localiser précisément les lieux de collecte où les spécimens anciens ont été faits. Parce que ça, c'était aussi un vrai casse-tête. Puisque voilà les informations que l'on a sur la série type qui est conservée au muséum. Donc on sait qu'en 1897, Min Edwards publie une note sur cette nouvelle espèce, du genre Rhinopithèque provenant de la haute vallée du Mékong. On sait également, parce qu'il l'écrit, que lors de son passage à Tsékou, le prince Henri d'Orléans, il donne à Soulier, au révérend Soulier, père Soulier, des armes, des instruments et de l'argent pour faire des recherches, pour essayer d'en trouver. Monseigneur Biette donne des instructions très précises et envoie aussi de son côté des chasseurs pour essayer de capturer ces spécimens. Et finalement, assez rapidement, 7 individus sont capturés et sont ramenés morts. On a donc un mâle très adulte qui est pris à Kiapé, à une journée d'Atencé sur la rive gauche du Mékong. On a un autre mâle qui est pris dans les environs d'Atencé, un autre mâle semi-adulte qui vient de la même provenance, une femelle très adulte qui est tuée à Djra-Niera, non loin de Tsékou, 2 jeunes mâles qui viennent de la même provenance, et un nouveau-né de sexe indéterminé qui est dit de la même provenance que la femelle sa mère. Alors là, j'ai mis des guillemets, parce qu'il y a une femelle, donc on estime que c'est sa mère, on n'a pas encore la preuve, et on aimerait bien d'ailleurs, par les analyses génétiques, confirmer les liens de parenté de la population. Donc ça fait partie de nos objectifs, enfin des objectifs d'F. Afonso qui fait les analyses génétiques. Donc voici, je vous ai montré tout à l'heure 3 des spécimens, voilà les 4 derniers de la série type. Donc vous voyez le petit jeune est sur la branche à côté de la femelle. Et sous les socles, on retrouve donc ces mentions de localité qui ne nous parlaient pas beaucoup. Alors voilà une carte réalisée par Patrick Géraudou, c'est la répartition historique et actuelle donc, du Rhinopithèque de Biette entre les fleuves. Donc vous avez en beige, ce sont les emplacements historiques. Donc on a dans des textes, enfin, les chercheurs chinois se sont penchés donc sur la question. Il y a des équipes chinoises et des équipes françaises qui travaillent sur cette espèce. Donc on a retrouvé mention en 1911, 1835 et 1904 de populations qui se trouvaient donc dans ces zones. En vert, ce sont les 15 populations modernes qui sont connues et vous voyez qui sont très disjointes. Il y a une fragmentation des espèces, donc ce qui pose vraiment question et problème. En étoile rouge, ce sont des groupes qui ont été redécouverts récemment en 2014 et 2015. Alors ce ne sont pas des populations viables, ce sont des petits groupes d'individus donc à analyser. Et puis les petits cercles en jaune, ce sont les localités de découverte des spécimens types. Alors notre objectif, c'était de trouver où est-ce que ces spécimens ont vraiment été collectés pour après faire des analyses plus fines avec les populations actuelles, essayer de comprendre les mouvements de population. Puisqu'on a beaucoup de méconnaissances sur ce primate, vous pouvez le comprendre à cette altitude,
on ne les suit pas, voilà, on a des estimations, donc on a beaucoup à apprendre encore sur ces primates. Je remontre la carte qui a été vraiment pour nous source d'une grande aide, parce que ça nous a permis d'identifier des localités. Et puis on est allé sur le terrain, on a interrogé aussi dans des villages, on est allé enquêter pour savoir où se trouvaient certaines localités. Et voilà le résultat de l'enquête. Donc on a à gauche donc le nom ancien, à droite c'est la commune actuelle, alors en pini et puis en caractère. Alors Kiapé c'est Djabi aujourd'hui, Djra Nira c'est Djakong. Atense, en fait, ça correspond aujourd'hui, c'est dans une ville, c'est l'ancien quartier de la ville de Dekin, c'est complètement englobé. Et puis Tsekou, on savait par les textes que l'église avait été détruite en 1905 et qu'elle avait été reconstruite plus loin à Chizong. L'église existe encore aujourd'hui, celle de Diong, mais on n'arrivait pas à situer précisément Tsekou, même si dans les archives on a trouvé une représentation. Et vous voyez aujourd'hui la petite flèche, on a la localité aujourd'hui donc de Tsekou. Donc c'est assez intéressant pour nous de localiser précisément les spécimens. Oui, avant de repartir sur la dernière diapositive, donc c'est un programme de recherche qui est en cours, donc on est sur des analyses génétiques. Ce que l'on sait, c'est qu'on a un appauvrissement génétique certain. On a un effet de fragmentation, évidemment, quand on fait une réduction de population avec des croisements, on a une perte de diversité. Et donc, un des objectifs du gouvernement chinois est de reconnecter en fait, ces populations de façon à redonner une dynamique. Et donc, il y a une vraie volonté de reconnecter ces populations et d'avoir une dynamique pour sauver ces populations de singes. L'équipe avec laquelle je travaille participe également sur l'analyse de l'impact de l'écotourisme sur la conservation des populations et par l'étude d'une population qui se situe près d'un village donc, de Tsiangkuting, je ne sais pas bien le prononcer. L'objectif, c'est de comprendre les mécanismes génétiques et également éco-épidémiologiques des impacts sur les sites de nourrissage, parce que pour faire vivre les populations humaines dans ces régions-là, l'écotourisme est un moyen évident. Et donc la solution pour eux, pour que les touristes voient des singes, c'est de les nourrir. C'est pour ça qu'on a ces photos. La photo de gauche, c'est moi qui l'ai prise, on les voit très très bien. Et donc ils les nourrissent. Ils mettent donc du lichen, mais également des fruits, et les singes s'approchent. Mais c'est un groupe de singes qui s'approche, ce n'est pas toute la population, c'est un petit groupe qui est isolé, et donc il y a une étude génétique aussi pour voir et d'épidémiologie, pour voir l'impact très rapidement entre ce groupe isolé et la population qui est sauvage. Cette population sauvage, on ne peut pas dire domestiquée, mais qui est au contact, et la population qui reste réellement sauvage. Et ce qui est très intéressant, c'est que les premiers résultats montrent qu'il y a un effet extrêmement rapide au niveau génétique, mais également au niveau épidémiologique. C'est-à-dire qu'ils sont porteurs de parasites, alors on les étudie au travers, on ramasse leurs crottes, il y a un effet au niveau des parasites, et ces populations qui viennent donc au contact de l'homme, et donc des villageois, leur transmettent ces parasites. Et donc on retrouve ces parasites également chez les porcs qui sont élevés par les populations locales. Donc il y a un vrai impact, et il faut trouver cet équilibre, et l'équipe de recherche travaille sur apporter des solutions sur cet équilibre entre aider sur le maintien et la recolonisation de ces populations de singes, tout en permettant aux populations humaines de survivre par l'écotourisme. Donc j'ai mis la recherche continue parce qu'un nouveau projet a été déposé fin de l'année 2021, qui est porté par Eve Afonso, toujours du laboratoire Chrono-Environnement, et le professeur Lily, avec toujours cette optique de continuer à travailler sur le rhinopithèque de Biette. Vous l'avez compris que c'est un singe qui nous est particulièrement attachant. Et dans ce contexte, les missions étrangères apparaissent. Parce que l'objectif est pour moi, qui ne suis pas généticienne ni écologue, est de continuer à travailler sur l'aspect historique et de trouver des éléments d'information dans les archives des missions étrangères qui pourront peut-être nous donner des informations sur l'écologie, quelle était la situation dans cette région. Donc voilà, le programme continue.
j'espère pouvoir vous apporter d'autres réponses ou de faire d'autres présentations un petit peu plus tard, quand on en saura plus. Enfin, en tout cas, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, parce que c'est vraiment toujours passionnant de constater à la fois le travail multiforme des missionnaires sur le terrain qui ont touché à des domaines totalement inattendus, et puis aussi, enfin, en particulier pour moi, archiviste, de voir les multiples visages des exploitations qui peuvent être faites par les chercheurs à partir de ces archives qui sont à première vue des archives religieuses qui font des récits d'évangélisation, et en fait on peut les utiliser pour des choses très actuelles comme celle de la sauvegarde de populations de singes. C'est vraiment toujours passionnant, donc merci beaucoup. Je vais faire passer pour les questions, mais j'avais une question pour commencer. Comment ces spécimens pouvaient voyager donc pendant de longs mois entre la Chine, le Tibet et Paris? Sous quelle forme? En fait, ils étaient préparés la plupart du temps. On préparait les peaux, on les faisait sécher. Alors, elles n'arrivaient pas toujours en bon état. Ce qui est assez frappant, je vais vous les remettre. Moi, je trouve qu'il n'y a plus les couleurs, hein, mais ils sont quand même arrivés en très bon état. Vous voyez, alors ils sont montés, ils sont naturalisés et montés, hein, enfin, sous cette forme-là, à leur arrivée à Paris, donc par des gens qui ne les connaissaient pas, en fait. Ils sont montés, naturalisés ici, par des gens qui ne les connaissaient pas. Donc, ils connaissaient des primates, mais qui ne connaissaient pas cette espèce-là. On voit bien que sur la couleur, parce qu'on repeint souvent, on complète, bon, la couleur n'était pas forcément très bien connue, puisque c'est une espèce de verdâtre. C'est vrai que la première fois que je les ai vus en vrai, je me suis bien rendu compte que ce n'était pas tout à fait la même chose. Mais voilà, on préparait les peaux. Sèches souvent, qu'on mettait dans des caisses. Les crânes étaient souvent extraits et envoyés. Donc on a des spécimens qui sont arrivés quand même dans des états... c'est assez fascinant d'avoir cet état de conservation. Et ça voyage. Alors il y a des caisses sûrement qui ne sont jamais arrivées. On le sait parfois. Alors on a des informations, alors pas tant pour les missions étrangères, enfin pas encore, parce que je n'ai pas encore tout exploré, mais sur le père David, parfois il envoyait des messages, il avait beaucoup d'échanges avec Mine Edwards. Parfois il râlait en disant « vous ne m'avez pas envoyé de l'argent pour que je vous envoie les caisses ». Et il dit voilà, il a envoyé certains spécimens, il les a mis dans plusieurs caisses en disant « j'espère qu'au moins une arrivera ». Donc voilà, on sait qu'il y a des caisses qui ont sûrement été perdues, mais finalement la poste n'était pas si mauvaise que ça, parce qu'on a quand même beaucoup de spécimens et arrivé dans des états de conservation qui sont assez bluffants. Merci aussi pour votre petit aparté sur le site de l'IRFA. J'en parle juste 2 secondes parce que dans l'Assemblée, on a une bénévole qui travaille énormément sur la relecture des notices biographiques que vous avez utilisées, donc je la remercie, et qui travaille en particulier sur les noms de lieux. On relève actuellement tous les noms de lieux qui sont mentionnés dans ces notices, on les met dans des grands tableaux pour essayer de faire comme vous avez fait, trouver les différentes façons dont ces noms ont été transcrits à travers les siècles, pour pouvoir ensuite mettre en ligne une base de données de ces noms de lieux, parce qu'on se dit que ça peut servir à plein de gens. Et vous avez été la première, Cécile, à me conforter dans ce projet-là, donc je vous remercie. Est-ce qu'il y a des questions ? En fait, je voulais juste savoir, le père Armand David, il est mentionné quand on va visiter les pandas là, dans le Sichuan. Et le père Monseigneur Biette et les autres sont aussi pas mal indiqués dans les musées en Chine aussi, ou pas tant que ça? Parce que quand j'étais allé me balader à Yarkalo, dans ces lieux-là, en fait, il y a quand même Armand David, et puis dans une autre ville aussi, il y a pas mal de choses sur les missionnaires français par rapport aux vignes. Oui, alors les missionnaires français, je n'ai pas tout vu, hein, moi ça fait pas très longtemps que je suis associée à la mission, donc j'y suis allée beaucoup moins. C'est vrai que j'ai moins vu les missions étrangères, sauf pour la vigne. Ouais. Donc, alors, j'ai eu l'occasion de goûter le vin, parce que la vigne est encore exploitée. Il n'est pas terrible. Enfin, voilà, mais on l'a goûté. Donc, les vignes. Mais c'est vrai que c'est assez émouvant, parce qu'il y a encore un prêtre qui est sur place, qui est gentil comme tout, qui nous a donné beaucoup d'informations.
Donc c'est assez précieux, c'était vraiment très agréable. Oui, on le trouve pour le vin, mais c'est vrai, pas pour les collections, du tout. Et puis il y avait une chose aussi qui m'a frappée en allant là-bas, parce que tous ces spécimens, on est d'accord, ils sont en France, ce sont des spécimens chinois. Comment est-ce que ça allait être vécu ? C'est pas forcément... Et en fait, les Chinois nous remercient de les avoir si bien conservés, d'en avoir pris soin, qu'ils n'aient pas été détruits par... plutôt bienveillants. Et ça a été vraiment une vraie surprise, parce que je me suis dit, bon, on a quand même les espèces emblématiques, que ce soit... On a également les spécimens types du rhinopithèque de Roxellane, donc le panda, le rhinopithèque de Biette, qui sont des espèces quand même phares pour les Chinois. Je me suis dit, oula, il y a les petits petons, comment est-ce qu'ils vont prendre le fait que c'est en France ? Et en fait, un accueil, merci de les avoir sauvés, en fait. De les avoir sauvés et de les avoir si bien conservés. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est assez important de faire ce retour-là, donc de les mettre en ligne, d'avoir des informations quand je vais là-bas, de faire des présentations, parce que de leur montrer que voilà, ce sont des collections qui ne sont pas nationales, mais qui sont des collections internationales. Et ça, pour moi, c'est assez important. Vous avez répondu en partie à la question que je voulais vous poser. Je voulais savoir s'il y avait un équivalent du muséum, de notre muséum en Chine. Est-ce qu'il y a autant de chercheurs comme vous qui s'intéressent à la préservation des espèces, etc. Oui, il y a beaucoup de... Il n'y a pas un peu de concurrence, justement Il y a de la concurrence, même en France, entre chercheurs du même labo, je vous rassure. Il y a beaucoup de zoologues. Alors, en Chine, il y a une grande culture des oiseaux. Alors, il y a des photographes animaliers, des photos de toute beauté, même des photographes de rhinopithèques. On a vu des photos. Il y a un monsieur qui a passé, je ne sais pas si en ligne, il y a Eve Afonso et Patrick Giraudoux, mais ils doivent se souvenir avec émotion de quelqu'un qui nous a montré pendant une journée complète des photos et des timbres représentant les rhinopithèques, puisqu'il était très touché d'avoir quelqu'un qui s'y intéressait. Donc ça, c'était... bon, voilà. Mais c'est des choses... oui, il y a beaucoup de chercheurs. Bon, plus sérieusement, il y a aussi il y a un institut de zoologie à Kunming qui est très actif, avec beaucoup d'échanges, comme dans tous les projets de recherche. Maintenant, on ne peut plus faire de recherche en étant simplement son laboratoire. Tous les projets sont des projets multipartenaires, multidisciplines, et puis avec des équipes internationales. Donc c'est très classique, et il y a beaucoup de chercheurs, il y a des chercheurs en génétique, avec des collaborations entre nous. Donc il y a de la concurrence, mais on essaye quand même de travailler ensemble. Je ne sais pas si j'essaie de faire de la diplomatie. Dans les équipes internationales, quels sont vos collègues ? Enfin, c'est plutôt des Américains, des Anglais qui font des missions entre les scientifiques chinois et eux. Alors là, c'est dommage que Patrick ne soit pas là pour vous répondre. En tout cas, sur ces programmes-là, c'est français et chinois. Pas de concurrence, enfin de concurrence entre guillemets. Sur ce programme-là, c'est vraiment, oui, c'est France-Chine. Alors on a sur ce programme-là la force d'avoir les plus anciens spécimens. Ce que je ne vous ai pas dit, effectivement, bon, vous avez vu, on a les spécimens types, donc les premiers décrits, ils sont à Paris, dans l'équipe. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de rejoindre ce programme. On a les plus anciens décrits. Et puis, ça a ouvert les portes, quand on est allé sur place, ça a ouvert les portes des musées. Eve Afonso avait vu sur un site web, on farfouille beaucoup sur Internet, elle avait vu une représentation, une photo d'une naturalisation d'un spécimen de Biette au musée de Kunming. Et bon, elle n'avait jamais pu y aller, pas beaucoup d'accès. Et sachant que j'étais du Muséum de Paris, lors d'un dîner, vous savez, lors de ces fameux banquets, on passe beaucoup de temps à table, lors d'un de ces fameux banquets, quelqu'un me dit « Ah, mais tu viens du Muséum de Paris, veux-tu venir voir le Muséum de Kunming ?» Mais bien sûr. Est-ce que tu veux venir demain matin ? Mais bien sûr, bouleversons tout le calendrier, on y va. Et donc on y est allé. Veux-tu venir aussi donner une conférence ? Mais il n'y a pas de souci, on va le faire aussi. Et en fait, on a découvert à cette occasion-là qu'ils avaient beaucoup de spécimens, donc des pots, des naturalisations, et on a même obtenu l'autorisation de faire des prélèvements génétiques, parce que je venais du Muséum de Paris et qu'on avait fait des prélèvements. Donc vous voyez, c'est
ça a donné cette force-là. Donc par rapport à d'autres programmes, on a les spécimens les plus anciens. Donc on en profite. Oui, bonjour. Bon, je m'intéresse beaucoup à la collecte des plantes au Yunnan. Ah bon, à la collecte des plantes par les missionnaires de MEP à la fin du 19e siècle. Et c'est justement ce sujet, ça tombe très bien, c'est sur le même domaine. Oui. Et surtout au Yunnan, au Yunnan, Sichuan et Tibet. Ces dernières années, j'ai un peu travaillé sur le père Jean-Marie Delavet. Oui. Et donc, je vois le lien entre le Yunnan et Tibet. Même tout au début, c'est la même mission. C'est la même mission, oui. Et donc, je souhaite savoir... tout à l'heure, sur les présentations, la collecte du père Biette, c'est surtout à partir de 1884, c'est ça? Non, c'est 1891. 91. C'est 1891. Alors moi, je me suis intéressée qu'aux mammifères. Effectivement, je n'ai pas cherché dans les bases de données. J'imagine que dans les herbiers, vous allez trouver beaucoup de... Parce qu'il y a beaucoup de spécimens qui sont au muséum. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé dans les collections. Hop, je reviens en arrière. C'est surtout entre 1891 et 1898. Les envois sous le vicariat de Monseigneur Biette. Mais on a eu donc des spécimens avant, entre 1875 jusqu'en 1911, il y a eu des envois réguliers. Mais il est à peu près certain, là j'ai fait mon focus sur les mammifères, je suis mammifère centrée, puisque je travaille sur les mammifères. Je n'ai pas montré les oiseaux, je n'ai pas montré... Il n'y avait pas que ça qui était envoyé, il y avait sûrement des plantes, tout était envoyé dans les mêmes envois. Vous allez sûrement trouver des envois communs, donc des choses à regarder. Justement, c'est que je vois pour les missionnaires de MEP, c'est surtout dans la Chine sud-ouest, c'est-à-dire surtout ces trois provinces, ces quatre provinces, Guangdong, Sichuan, Yunnan, Guizhou et Tibet, ils ont formé cette tradition de collecte. Oui. Même avant Delavet, il avait déjà des collectes, surtout botaniques, mais à partir de Delavet, j'ai l'impression que ça forme même peut-être une école de collecte, mais je ne connais pas très bien sur les animaux, mais sur les plantes, il y a plusieurs missionnaires qui se spécialisent sur ce domaine. Donc, je réfléchis justement s'il existe une école de collecte au MEP pour cette période. Est-ce que c'est une école ou est-ce que c'est une tradition? Il y a une tradition, mais ce sont aussi des régions incroyables au niveau faune-flore. Il y a une diversité au niveau faune-flore dans ces régions absolument fascinante, même encore aujourd'hui. Oui. Donc... Et aussi, c'est très intéressant, c'est que les missionnaires de MEP des autres régions, par exemple à Mandchourie, là, ils n'avaient pas cette tradition. Et, de toute façon, au XIXe siècle, il y avait cette grande tradition de la découverte des botaniques et des zoologies en Chine. Ça, c'est très évident, comme le père David, tout ça. Mais les missionnaires de MEP, la place est surtout très particulière et importante dans ce domaine. Voilà. Je ne sais pas si ça peut compléter ce que vous dites, mais je crois avoir lu qu'on encourageait les jeunes missionnaires à cette époque, quand ils partaient, à s'intéresser ou à se passionner pour un sujet scientifique, quel qu'il soit d'ailleurs, aussi pour des raisons, j'allais dire presque psychologiques, c'est-à-dire d'avoir un passe-temps qui puisse leur donner aussi une structure, voilà, quand on part très loin pour la vie entière. Et puis je crois que j'ai lu aussi ça pouvait être une source de revenus. Alors, ils ne le faisaient pas pour ça, évidemment, mais alors, je ne sais pas si c'est dans le cas avec le muséum, mais peut-être avec d'autres institutions, le fait de collecter et d'envoyer pouvait permettre un petit apport financier
pour la mission, hein, pas pour le missionnaire lui-même, mais qui était voilà, aussi un apport. Mais ça, ce sont des éléments que j'aimerais fouiller. Parce que pour le père David, on sait puisqu'il s'en plaignait, que le muséum ne payait pas beaucoup, déjà à l'époque. Voilà, donc il s'en plaignait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Et de la même manière, une question que je me posais, et donc votre remarque est assez intéressante, c'est de savoir est-ce qu'ils étaient formés. Parce que justement, sur la préparation, on ne s'improvise pas toujours. Voilà, faut ouvrir une peau, enlever les organes, ne pas laisser les spécimens pourrir dans un coin, parce que sans ça, après, on ne peut pas récupérer la peau. Enfin, voilà, il y a quand même une pratique. Est-ce qu'ils ont eu, pour ceux qui s'intéressaient à la botanique, ou ceux qui s'intéressaient aux mammifères ou aux oiseaux, est-ce qu'ils ont eu une petite formation, et par qui? Ce serait assez intéressant d'avoir cette information-là. Parce que pour les plantes, de la même manière, ça s'apprend de sécher des plantes. Donc, il y a peut-être quelque chose à trouver dans les... Enfin, j'ai des grands espoirs. Oh, vous allez certainement trouver des choses. Et juste pour finir sur Delavet, je ne sais pas si vous avez vu, il y a un livre qui vient de sortir sur toutes ces collections de plantes. C'est sorti là en janvier 2022, je crois. C'est publié par l'association des Amis de Delavet. Oui. Voilà. Puis puisqu'on parle d'ouvrage, j'ai apporté ici un ouvrage qui vient d'être publié, qui est sorti fin de l'année. Il s'appelle Socio-écosystème, l'indiscipline comme exigence du terrain, sous la direction de Patrick Giraudoux. Et il y a un chapitre qui est consacré au rhinopithèque de Biette, donc à la recherche du rhinopithèque de Biette. Donc si vous voulez le regarder, s'il y en a que ça intéresse. On a reçu une question en ligne. Passionnante exposé, merci. Peut-on vraiment reconnecter les populations de rhinopithèques ? Les conditions humaines, culture, déforestation entre les populations vont-elles le permettre? Alors, j'aurais tendance à vous dire, parce que très pessimiste, non. Mais après être allé en Chine et voir ce qui se passait, j'aurais tendance à dire oui. Pourquoi? Parce que quand ils décident qu'il faut reconnecter quelque chose, qu'il faut faire une zone de protection et qu'il y a une ville en plein milieu, eh bien, ils déplacent la ville. Ça, on l'a vu faire. Mais une ville de 50 000 habitants. Donc d'une année sur l'autre, il n'y a plus la ville. Donc je crois que c'est un autre fonctionnement. Et si vraiment le gouvernement chinois décide de reconnecter et d'enlever tout ce qui dépasse et de repeupler, ils le feront. La difficulté que j'y vois, qui est une difficulté écologique, c'est que donc, ces spécimens, cette espèce, vivait certainement plus basse altitude anciennement, et remonter parce que du fait de la déforestation et dans des zones de haute altitude, surtout dans des forêts primaires. Or, en Chine, il y a eu énormément de déforestation, on a replanté à marche forcée, et donc il n'y a plus vraiment de forêts primaires. Donc est-ce qu'en plantant des arbres plus récents, ça va permettre cette reconnexion? C'est un des objectifs, je pense, de la recherche, de voir est-ce que c'est possible, est-ce que ça va fonctionner quand ça va être fait, voilà, de faire ces études pour voir est-ce que ça fonctionne ou pas. Donc j'aurais tendance à dire non en France, mais peut-être oui en Chine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Petite question sur la fin, vous avez montré les problèmes que posait le nourrissage par l'homme. J'ai pas bien compris pourquoi ça apportait des parasites. C'est parce que la nourriture est parasitée? C'est un autre problème? Non, ça apporte pas des parasites, mais donc les singes viennent au contact des populations humaines et donc vont au contact des populations des animaux domestiques, et donc il y a des échanges de parasites. Et donc on a réalisé donc des prélèvements aussi du côté des cochons, des vaches, pour voir. Il y a des transferts de parasites qui sont propres aux singes et qu'on retrouve chez les cochons et chez les bovins. Et propre à l'homme, qu'on leur donne? Alors l'échantillon humain n'était pas encore assez abondant. J'espère que la prochaine mission n'aura pas à continuer l'échantillonnage. Mais oui, il y a une interaction, puisqu'ils sont à proximité de l'homme, donc c'est un risque. C'est effectivement un risque. De toute façon, dès qu'on a ce contact, on a, je crois, vécu depuis 2 ans, on voit bien que les contacts homme-animal, lorsqu'ils sont un peu forcés, on peut refiler le Covid. On ne le sait pas. Les gardes, donc dans les zones où il y a un contact, les gardes font en sorte qu'ils ne s'approchent pas
parce qu'ils sont assez grands, hein. On ne le voit pas forcément, mais ils sont assez grands, les mâles, avec des canines assez... Voilà. Donc, voilà, on les entend bien quand ils ont besoin de défendre leur territoire. Donc, bon, il y a le côté, ils peuvent être agressifs. Et puis après, il y a des tas de choses qu'on ne sait pas. D'animaux sauvages, par essence même, il ne faut pas aller les embêter. Ben, merci beaucoup, beaucoup. Je crois que ça nous a vraiment passionnés. Et bienvenue pour la suite de vos recherches, alors. Il y a une autre question ? Je suis désolée, il y a une question qui vient d'arriver. C'est justement Madame Barrault qui a écrit le livre sur le père de Lavey. Elle dit « Je souhaite dire que le père de Lavey a été formé avant de partir en Savoie. » Ouais. Pourrait-on avoir le nom de la personne qui fait des recherches sur le père de Lavey ? J'aimerais le contacter. C'est fou parce qu'on est au 21e siècle avec des instruments, des trucs, des machins. On découvre autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on découvre Madame, des petits points sauvages avec Madame Nature sauvage et ses petites bestioles. Ces petites... Oui. Les tout petits sont très mignons. Non, mais je trouve que c'est réconfortant.